soir sur RTL. Tiens, on va vous emmener dans un pays. Allez, on se met debout. Dans un pays qui n'existe pas. C'est pas facile de se mettre debout tout en parlant dans le micro. Voilà, faut relever le micro. Ça s'appelle la Transnistrie. Et pourtant, ça n'existe pas. Tous debout pour la Transnistrie. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Vous écoutez RTL. RTL. Un territoire à l'est de la Moldavie qui s'est autoproclamé République de Transnistrie. La curiosité est un vilain défaut. C'est un peuple très pro-russe. Les Transnistriens ont fait sécession après la chute de l'URSS. Thomas Hugues. Autoproclamé. Sidonie Bonnet. RTL. Et nous allons donc vous parler de ce pays qui n'existe pas et qui pourtant possède un nom, un drapeau, un président, des habitants, un territoire. Nicolas Righetti, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous êtes photographe, vous avez arpenté les routes de ce pays qui s'appelle donc la Transnistrie. C'est un petit exercice de prononciation aussi pour les journalistes et les animateurs. Combien de voyages là-bas ? 5 voyages. Entre 2010 et 2013 c'est ça. La première fois qu'on m'a parlé de ce pays, je me suis dit c'est Tintin et le sceptre d'autocar. C'est où d'abord la Transnistrie ? Alors la Transnistrie, d'abord, ce n'est pas un gag. C'est vrai qu'elle existe bien, mais malheureusement, elle n'est pas reconnue. Et c'est pour ça que je l'ai appelée en fait dans mon livre Transnistrie, un pays qui n'existe pas. Vous la situez où ? Alors, je la situe en fait. Elle est située. Voilà, elle est située en fait entre la Moldavie. Enfin, elle fait partie de la Moldavie et de l'Ukraine. D'accord. Elle a son indépendance. Elle a son indépendance, puisqu'il y a eu une guerre qui a duré 2 ans, plus de 1000 morts, 5000 blessés. Ça, c'était début des années 90, c'est ça ? Exactement. Voilà, exactement. La capitale s'appelle Tiraspol. Le pays compte un peu plus de 550 000 habitants. Pourquoi vous dites qu'il n'existe pas, ce pays, Nicolas Righetti ? Parce que tout simplement, les gens sur place se sentent inexistants, c'est-à-dire qu'ils ont un passeport qui n'existe pas, et un passeport pour rire. Enfin, c'est plutôt nous qui rigolons. Eux, pourquoi ? Parce qu'il leur sert à rien en dehors il leur sert strictement à rien. Du territoire, c'est ça ? Exactement. Ils peuvent simplement voyager avec leur passeport transnistrien à l'intérieur, mais ils ne peuvent pas c'est vrai que c'est absurde. En fait du pays. Mais donc pourquoi ? C'est totalement absurde. Parce que le reste du monde ne reconnaît pas ce pays, c'est exactement, ça qu'on parce que bien. Personne ne le reconnaît, même pas les Russes qui ont pourtant. Et comment c'est possible de ne pas reconnaître un pays ? Ben écoutez, ça c'est pas à moi de le dire. Hein. Mais c'est vous qui êtes allé, Nicolas. Oui, tout à fait. Parce qu'ils se sont autoproclamés. Voilà, ils se sont en fait comme un pays indépendant, voilà, et que ça n'a pas été reconnu par l'ONU et même par leur allié russe. Ce que vous nous apprenez. Du coup, ils sont comment les Transnistriens ? Ils sont. Vous avez oublié un S. Oui, Transnistriens. Ils sont quoi ? Ils sont contre le reste du monde. Ils sont un peu parano. Expliquez-nous. Non, pas du tout. Ça, c'est vrai que l'Occident donne vraiment une mauvaise image de ce pays. On parle de trafic d'armes, de trafic de femmes, et c'est un pays. C'est une image ou c'est vrai ? Alors. Il y a un peu de tout. Vous ne risquez rien, Nicolas. Vous êtes avec nous. Vous pouvez parler. Et ça, c'est vrai qu'en fait, ce pays a une mauvaise image. Donc, ça, c'est clair qu'il y a une difficulté, en tout cas, d'être reconnu. Ensuite, bien sûr, qu'elle est pro-russe. Et actuellement, avec les temps qui courent, être pro-russe n'est pas tout à fait une chose très positive. Enfin, c'est positif pour le pays parce que c'est la Russie qui les finance aussi. Elle a besoin. Exactement. Elle meurt, la Transnistrie, sans la Russie. Oui, en fait, elle est sous perfusion de Moscou. Et c'est vrai que sans la Russie, qui l'aide militairement, qui l'aide financièrement, la Transnistrie pourrait tenir qu'une année, pas plus. Nicolas Righetti, vous êtes photographe. Vous êtes suisse, c'est ça ? Exactement, je suis suisse de Genève. D'accord. Et donc vous avez parcouru les routes de Transnistrie. L'homme qui vous a servi de guide et de traducteur dit dans votre livre, les photos sont vraiment surprenantes, il dit le temps s'est arrêté en Transnistrie. Alors il s'est arrêté quand ? Alors, c'est vrai que dès qu'on arrive en Transnistrie, ce qu'il y a de plus fou, en tout cas visuellement, à l'extérieur, c'est d'abord que toutes les rues sont totalement vides. Ensuite, ils ont gardé tout le décorum soviétique. Il y a des statues partout.
de Lénine. Et non seulement ils les ont gardés, mais c'est-à-dire qu'ils les rénovent. J'ai été moi-même une fois dans le nord du pays, dans un petit village où ils avaient rassemblé à droite des enfants, sur la gauche des vieillards avec des médailles de la Deuxième Guerre mondiale. Et tout d'un coup, on descend en fait le drap et qu'est-ce qu'on trouve? Une nouvelle statue tout en or qui était le héros soviétique qui avait en fait libéré le village le 8 avril 1944. Donc on est toujours en fait dans le passé, mais en même temps dans le présent, puisque tout ça existe. Donc vos photos, elles nous proposent en quelque sorte un voyage au temps de l'URSS, avec aussi beaucoup de photos de chars, mais des chars sur un piédestal, quoi. C'est comme si c'était la statue. Voilà, et alors il y a une photo hallucinante avec un jeune couple de jeunes mariés. Ils se prennent en photo à côté du char. C'est quoi? C'est l'orgueil national. Comment vous l'expliquez? Oui, ça? alors en fait c'est une coutume. C'est une coutume. Pour tous les jeunes mariés, parce qu'on se marie très tôt, hein, ça reste vraiment encore disons un pays avec une culture très conservatrice, et c'est vraiment... C'est un peu comme se faire photographier devant la Tour Eiffel. Chez nous, c'est plus que ça, c'est en fait toujours la même idée du souvenir, c'est-à-dire qu'on se souvient de la Deuxième Guerre mondiale, et en fait on n'est pas tout à fait sorti de cette Deuxième Guerre mondiale, et c'est pour ça qu'on a toujours l'impression d'être en URSS. C'est vraiment, j'aurais pu titrer mon livre Back in USSR. Nicolas On va peut-être Righetti, écouter ça tout à l'heure, d'ailleurs. il y a une autre photo assez surréaliste dans votre livre La Transnistrie, le pays qui n'existe pas. Une voiture de police en carton-pâte sur le bord de la route. C'est comme ça qu'on lutte contre la vitesse au volant dans ce pays. Je sais pas si c'est efficace. Oui, hein. alors je ne sais pas si c'est très efficace, mais ça c'est vrai que ça montre un petit côté naïf dont ces gens ont, et j'aime beaucoup cette image. Hein. Mais ce qu'il faut dire, c'est que elle a assez peu d'importance, parce que le pays est extrêmement vide, puisque c'est quand même un des pays les plus pauvres d'Europe. Vous voulez dire qu'on ne roule pas sur les routes de Transnistrie? C'est-à-dire qu'il y a très très peu de voitures. Donc un carton suffit pour arrêter et dissuader les chauffards. Oui, c'est ça. Faut ne pas oublier que la police est partout. Oui, et il y a aussi des publicités, mais vraiment datées de l'époque de l'URSS. On va continuer de parcourir avec vous, Nicolas Righetti, ce livre de photos, et pour vous donner un avant-goût, c'est le cas de le dire, on peut dire que c'est un pays dont l'ancien président porte un nom de vodka, un pays qui n'aime pas beaucoup les Américains, mais dont la plus grosse entreprise se nomme Shérif. Bref, un pays qui n'existe pas. À suivre sur RTL. Vous écoutez RTL. Première radio de France. La Transnistrie est un État fantôme avec son drapeau, sa monnaie, son gouvernement. La curiosité est un vilain défaut. Même les bus de Tiraspol, la capitale, font la promotion d'un rattachement à la Russie. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, RTL. On découvre ce soir avec le photographe Nicolas Righetti un pays qui n'existe pas, la Transnistrie, et donc qui existe quand même, mais qui n'est pas reconnu par le reste du monde. Et d'ailleurs, Thomas, on a eu un appel d'un auditeur qui, lui, il a visité ce pays. On va joindre tout de suite Dominique, qui nous appelle d'Oyonnax, dans l'Ain. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir. Alors, quand est-ce que vous êtes allé en Transnistrie? En 2008. En 2008. Alors, on a mis la chanson Back in the USSR. C'est ça? On a l'impression de débarquer en URSS? Racontez-nous. Voilà, c'est un avion. Je suis posé à Chisinau, la capitale de Moldavie, et de Moldavie en Transnistrie, j'ai pris le bus et arrivé à la frontière fictive. Moi, je savais pas que ça existait, ce pays. Arrivé à la frontière, il y avait des barbelés, comme dans les films de la guerre, vous savez, les Allemands, ils mettaient des barbelés avec des croix là, en bois. Ouais. Ça a été pareil. C'est pas possible. Puis des chars de chaque côté, des gens c'était des milices, c'était pas des militaires, parce que les militaires, ça a de la tenue, quoi. Les classes, c'était c'était pas bien habillé, disons. C'était pas sérieux comme vêtements. Et comment vous avez été accueilli? Comment vous avez été accueilli, Dominique, les habitants de Transnistrie? Comment ils vous ont accueilli, vous, Français? Fantastique. Les
gens, on était une curiosité déjà, d'une part, parce que des Français qui arrivent. Je suis allé à Kamanka, c'est-à-dire c'est dans le nord de la Transnistrie, et on était vraiment des bêtes, des curieux, quoi, mais on a été très très bien accueillis. Nous avons d'ailleurs notre jeune fille, notre étudiante qui nous avait invités, nous a fait participer à un mariage. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, Dominique, dans votre découverte de ce pays qui n'existe pas, la Transnistrie ? Qu'est-ce qui m'a le plus étonné ? C'est complètement différent de la France. On ne peut pas comparer. C'est pas. Mais en tout cas, c'est la frime. Maintenant, vous pouvez dire partout que vous avez visité la Transnistrie. Incroyable. Les gens ne savent pas ce qu'ils disent, c'est quoi ça, ils ne savent pas où c'est. Vous êtes là pour leur expliquer. Ben voilà, et grâce à notre invité. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir témoigné dans La curiosité est un vilain défaut. Dominique qui nous appelait d'Oyonnax dans l'Ain. Nicolas Righetti, vous avez été bien accueilli, comme journaliste dans ce pays-là. Oui, tout à fait. En fait, on croit que rentrer en Transnistrie c'est extrêmement complexe. Ben non, pas du tout. C'est vrai que, comme disait ce monsieur, c'est vrai que la frontière, en fait, il n'y a pas qu'une frontière, il y a 3 frontières. C'est déjà pas mal pour un pays qui n'existe pas. Et d'abord, on passe à la première frontière, qui est la frontière moldave. Ensuite, on doit s'arrêter avec la frontière russe. Ça, c'est vrai que les Russes ont des tanks de chaque côté, sont très armés. Et après, il y a la 3e frontière, qui est la vraie, ou voire la fausse frontière, où là il faut s'arrêter pour pouvoir rentrer en fait dans le pays. Moi en fait je travaille toujours comme ça en tant que photographe, même dans mes anciens voyages, parce que je suis pas arrivé par hasard en Transnistrie. En 2003 j'ai sorti un livre sur la Corée du Nord. Par la suite j'ai travaillé sur un dictateur un peu fou, mégalomane, qui s'appelait Niazov au Turkménistan. Et mon dernier livre, il y a 2 ans, j'ai travaillé sur en fait l'iconographie de Bachar el-Assad. Alors justement, vous étiez surveillé quand vous travailliez en Transnistrie, un peu comme on peut l'être en Corée du Nord ? Alors pas du tout, parce qu'en fait j'ai un très bon fixeur qui... Fixeur, ça veut dire guide-interprète. Guide-interprète, exactement. Et qui, lui, est toujours professeur à l'université de Tiraspol. Donc ça, cette capitale qui n'existe pas. Vous aviez quand même besoin d'un fixeur, ça veut dire toujours que besoin c'est pas une évidence de se balader en Transnistrie. Voilà, exactement. Pourquoi ? Parce qu'en fait les gens parlent, pensent et rêvent en russe. Donc tout est russe et personne ne parle anglais. Donc c'est vrai que si c'est important d'avoir une personne de contact sur place. Question peut-être un peu plus liée à l'actualité, mais est-ce que on parle beaucoup de la Crimée depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Est-ce que la Transnistrie pourrait intéresser Poutine ? Est-ce que c'est une zone qui pourrait être annexée, sachant qu'elle est russophone? Alors, elle est russophone, ça c'est clair que en 2006, déjà la Transnistrie avait voté à plus de 90% pour le rattachement à la Russie. Et c'est vrai qu'encore cette année, 2 fois, le président a demandé d'être rattaché à la Russie. Alors, ce qui veut dire que il y a déjà une base russe qui existe en Transnistrie, donc les Russes y sont déjà, donc c'est déjà russe. Vous êtes parti, Nicolas Righetti, pour suivre notamment la dernière élection présidentielle. C'était en décembre 2011. Et on disait d'ailleurs tout à l'heure que le président sortant portait un nom de vodka. Il s'appelait comment ? Smirnov. Donc Smirnov se présentait pour la 5e fois. Exactement. C'était pas un grand démocrate. Non, c'était pas vraiment un grand démocrate. Comme lui, il disait, il y avait personne en face qui pouvait en fait le détrôner. Et ça, c'est vrai que tout le monde pensait qu'il allait finir sa séjour en tant que président, quoi. Mais d'ailleurs, il est battu quelques jours. Il est battu, lors de ce scrutin. Oui, alors qu'on pense que c'est lui qui va gagner. Qu'est-ce qui se passe ? Il est lâché par Moscou ? Alors, il est lâché par Moscou. Justement, Poutine n'est plus d'accord de payer autant de frais. Tout simplement, Smirnov commence à croire que son pays existe et commence à prendre en fait fait et cause pour son pays et n'écoute plus Poutine. Et c'est quand même Poutine qui reste en fait prioritaire dans ce petit pays-là. Et qui va se venger en faisant diffuser un reportage à la télévision russe qui va montrer
tout ce que Smirnov a pu se faire construire avec l'argent de la corruption, si j'ai bien compris. Exactement. C'est un peu ça. Et du coup, il va perdre l'élection. Son successeur l'emporte avec 73% des voix. On continue de vous embarquer dans ce pays qui n'existe pas, la Transnistrie, et que les hommes ont déserté pour aller travailler ailleurs. Il reste en moyenne un homme pour 5 femmes, et elle rêve d'aller à Moscou. Vous écoutez RTL. RTL, toujours avec vous. RTL. La Transnistrie n'est pas reconnue par la communauté internationale. La curiosité est un vilain défaut. Les passeports de Transnistrie ne sont pas reconnus pour voyager. L'identité transnistrienne est artificielle. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. À quoi ressemble un pays qui n'existe pas? C'est ce que notre invité Nicolas Righetti s'est demandé avant d'aller en Transnistrie, ce territoire coincé entre l'Ukraine et la Moldavie, territoire qui s'est séparé de la Moldavie en 91 et qui depuis n'est pas reconnu par la communauté internationale. C'est pour ça qu'on dit depuis le début de cette interview qu'il n'existe pas. Je disais tout à l'heure, Nicolas Righetti, que les femmes se sentent seules là-bas en Transnistrie. Pourquoi? Oui, parce qu'en fait, tout simplement, les hommes sont partis pour aller travailler, puisqu'il y a un gros problème économique en Transnistrie. On parle de 75% de chômage, et donc les hommes partent souvent à Moscou travailler et laissent en fait femmes et enfants au pays. Et donc elles aussi veulent partir. Qu'est devenue, il y a une belle photo, Cornelia. Elle est, je crois, historienne et sociologue. Vous l'avez photographiée. Voilà. Alors j'ai rencontré Cornelia, exactement, qui est historienne de l'art, et elle, on pouvait plus de rester à Tiraspol parce que d'abord elle voulait se marier et puis 2 trouver du travail, et elle me disait toujours mieux vaut partir, mieux vaut être serveuse à Moscou, et elle est partie du coup. Et elle est partie, oui. Oui, elle espère trouver l'amour à Moscou. Exactement, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, si je me marie à Moscou, ça serait un cadeau de Dieu. Autre curiosité de la Transnistrie, Nicolas Righetti, vous qui l'avez parcouru, c'est le groupe Shérif, un État dans l'État. C'est quoi précisément ce groupe Shérif? Alors là, ça c'est très intéressant parce que c'est vraiment une particularité de la Transnistrie. On la trouve que dans ce pays-là. C'est-à-dire, c'est une mystérieuse entreprise qui s'appelle Shérif. D'abord, ils ont un club de foot extrêmement moderne. Ils ont un stade ultra neuf, flambant neuf, ultra moderne. Ils ont une chaîne de supermarché, une station-service, une chaîne de télévision, des médias. Il y a un peu de tout, des journaux. Ils ont tout, quoi. Et qui l'a fondé? C'est quoi son histoire? Alors justement, on peut pas tellement vraiment savoir qui. C'est le seul danger qu'on peut avoir en Transnistrie. Au lieu de pas s'y intéresser, c'est en fait. ceci. On commence à s'y intéresser un peu trop près. On lui dit tout de suite, mais est-ce que tu es journaliste? Et c'est pas toujours une bonne chose. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai essayé d'avoir quelques informations, mais c'est très compliqué. Ce qu'on dit en général, ce qui est vrai ou faux, peut-être pas, mais c'est en fait au tout début d'il y a 24 ans en arrière, quand le pays a été créé, il y a en fait 2 personnes du KGB qui ont voulu commencer à faire du business, et ils ont appelé leur logo Shérif puisqu'ils venaient du KGB. Ça leur allait très bien. Peut-être en regardant la chaîne de télévision de ce groupe Shérif, on peut imaginer ce qu'ils font ou ce qu'ils pensent. Elle ressemble à quoi cette chaîne? Il y a quoi comme programme? Alors il y a des programmes. Oui, bien sûr. Moi, je l'ai souvent regardé. J'y suis même passé 1 ou 2 fois, assez bizarrement, puisque j'ai été 5 fois en Transnistrie, et petit à petit, ils vous en repérez au bout d'un moment. Ils me repèrent, et puis ils m'ont suivi, ils m'ont regardé comment moi je photographiais, etc. C'est une chaîne en fait de propagande qui a en fait étonnamment beaucoup plus de moyens que la chaîne du gouvernement. Et donc c'est eux qui dictent tout ce qui se passe dans le pays. Et trouvez que vous donniez une bonne image de leur pays, les Transnistriens, Nicolas Righetti? Oui, surtout dimanche matin, quand j'ai dû en fait passer à la télévision de chez Shérif pour faire un plat suisse à tous nos amis transnistriens. Vous avez cuisiné en direct à la télévision? Exactement. Et il y a une cuisine suisse? Non, je plaisante. Mais une tarte tatin suisse. Ah oui, c'est joli. Vous nous expliquez que c'est facile de travailler là-bas, sauf quand on parle de ce
groupe Shérif qui possède à peu près tout ce qui peut rapporter de la valeur en Transnistrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mafia, clairement, est derrière? Oui, alors les gens le disent bien, c'est la mafia. Alors, on ne sait pas si c'est la mafia russe ou autre, mais en tout cas, ça doit appartenir à la mafia. Par contre, les gens se taisent assez rapidement parce que c'est quand même source... Enfin, Shérif donne énormément de jobs aux Transnistriens et souvent paye le double, le triple d'un salaire normal. Nicolas Righetti, est-ce que la Transnistrie pourrait devenir une destination touristique? Oui, alors c'est ce que beaucoup de jeunes espèrent, parce qu'en fait les Transnistriens, on leur donne toujours un peu une mauvaise image, mais c'est un peuple d'abord... Enfin, quand on les connaît. Voilà, oui, mais en même temps c'est un peuple beau, fier de leur histoire, et ça c'est vrai qu'il y a certains jeunes qui ont envie de s'ouvrir, de tout réapprendre, et certains me disent ça serait une bonne idée de pouvoir faire du tourisme. Mais alors quel genre de tourisme? Alors du tourisme, par exemple, écologique, du tourisme, surtout en fait à travers tous ces monuments de l'URSS. C'est vraiment un retour dans le passé. Et c'est nostalgique de la guerre froide, c'est ça qui pourrait faire 24 heures de l'autre côté du miroir. Ce qui est joli dans vos photos aussi, c'est que donc les extérieurs sont très vides, il n'y a pas beaucoup de circulation, on voit pas grand monde dehors, et les intérieurs sont chatoyants, très chargés. Exactement. Les intérieurs des Transnistriens. Un peu kitsch aussi, non? Oui, ça c'est vrai, très très kitsch. Il y a comment dire, du siège à poil épais, il y a oui, ça, c'est de vrai l'abat-jour tissé, il y a de la couleur et de la matière. Ça c'est vrai que les intérieurs sont pleins, il y a des bibliothèques qui débordent, il y a en fait, on sent qu'il y a des générations. Les parents étaient là, les grands-parents, et ça se transmet. Et ça se transmet, exactement. Et par contre, l'extérieur est totalement vide. Et quand vous étiez là-bas, vous étiez où, à l'hôtel? Il y a des hôtels qui ressemblent à quoi? Oui, alors il y a des hôtels qui valent 50. Non, qui valent pas grand-chose. Mais petit à petit, j'ai pu en fait louer des appartements. Et là, je me suis senti vraiment transnistrien. Merci beaucoup, Nicolas Righetti, d'être venu nous raconter cette Transnistrie, un pays qui n'existe pas. C'est le titre de votre livre, publié aux éditions Favre, avec une préface signée Sylvain Tesson. Moi, je me referais bien un petit peu d'hymne national. Je sais pas si Dédé, tu as ça en magasin. Ah non, j'ai mal aux genoux. Oh, bah moi je... Vous pouvez podcaster l'émission, bien sûr, et puis toutes celles de la semaine et des semaines précédentes sur RTL.fr. Oui, parce qu'elles étaient bien aussi, celles des semaines précédentes avec Laetitia Nanel. Demain, on vous fait découvrir les coulisses du Bristol avec le chef Éric Fréchon. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que demain, l'ami Stéphane Bern recevra le chef des cuisines de l'Élysée, Guillaume Gomez. Et puis, on va donner envie à toutes les femmes d'oser et de changer le monde avec la directrice de l'ENA, Nathalie Loiseau. Et enfin, on s'amusera avec 69 histoires coquines tirées d'un livre intitulé La République sur le cul. Oh bah ça promet. Tout un programme. Bonsoir à tous, à demain sur RTL. Tout de suite, on retrouve Agnès Bonfillon et Christophe Paco pour le Grand Soir. Mais merci Laetitia, c'était un plaisir merci Marc-Olivier Fogel de démarrer cette émission. Merci. Elle est bonne celle-là, non? Allez, c'est l'heure des informations. Salut à tous. Vous écoutez RTL.